C'est le kiné le plus suivi de France sur les réseaux sociaux. Et c'est surtout l'homme qui veut t'aider à remettre du mouvement dans ta vie et la santé au cœur des préoccupations des Français. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Greg, alias Major Mouvement. Notre échange est hyper riche et percutant, et si tu veux comprendre comment prendre soin de toi en tant que parent, tu es au bon endroit. Je te souhaite une très bonne écoute et n'hésite pas à partager cet épisode, ça pourrait aider d'autres parents comme toi. Salut Greg. Salut Clem, ça va? Eh bien écoute, je suis ravie que tu me reçoives dans ton studio, mais cette fois, je viens te voir parce qu'on a échangé il y a 5 ans. Ouais. Tu as fait partie quand même des tout premiers invités du podcast en 2019. Et donc, ma question, c'est ça va comment depuis 5 ans? Ça va très... Alors, ça en est passé il quand s'en même. est passé des trucs en 5 ans. Là, à date, ça va très bien. C'est peut-être ce dont on va parler, je ne sais pas. Mais non, ça va très bien. Et j'étais content de parler avec toi. Tu te rappelles, il y a 5 ans, on s'était raconté pas mal de choses. C'était la première fois que je parlais de Grégoire, je crois, sur des questions où tu avais été hyper cool avec moi. Parce qu'il y avait plein de questions, notamment sur les enfants, où je te dis je suis pas hyper à l'aise d'en parler. Et tu avais été hyper respectueuse. Donc je te remercie. Et aujourd'hui, je me sens... Maintenant, je connais plus à la fois mes limites, à la fois ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai pas envie de partager. Donc hyper content de te recevoir chez moi. Bon, après, on va être très honnête, en 2019, tu avais 50 000 abonnés, tu n'étais pas Greg aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc c'était peut-être plus facile de te faire parler de toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as aussi conscience de l'impact que ça a, ta parole sur ta vie privée et qui se mélange avec le pro. Ouais. Donc, ouais, et puis je crois que sur le premier épisode, on avait mélangé un peu les conseils que je pouvais donner. Je crois que c'était pas mal sur le mal de dos de la femme enceinte, parce que toi, t'en avais subi un peu les douleurs, et donc on avait parlé de ça aussi. Bon, aujourd'hui, on va parler d'autres choses, mais on va quand même parler de la partie pro, parce que tu as sorti plusieurs livres, mais le dernier, les 8 piliers pour rester jeune, et on va parler de la santé en général. Tu as beaucoup évolué ces 5 dernières années, depuis qu'on a eu notre première interview, que ce soit de manière professionnelle, mais aussi dans ta vie privée. Et notamment, tu as lancé un nouveau podcast qui s'appelle Réaligner. J'aime beaucoup ce mot. Je trouve que vraiment, c'est plus percutant que de se dire je suis la meilleure version de moi-même, parce que ça bouge qui on est. Et parfois, on a vraiment juste besoin de se réaligner. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu prendre dans ta carrière pro une orientation un peu plus bien-être et en dehors du corps physique? Vraiment d'aller voir un petit peu plus dans tout ce qui est notre corps. Alors, il y a eu plusieurs choses. Je trouve que à la fois mes connaissances qui sont à peu près, j'essaye, le reflet de la littérature scientifique, a eu une évolution parallèle à ma propre vie. En gros, depuis 2015, on a eu un vrai bouleversement dans les neurosciences. En gros, comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Et moi, je traite des gens qui ont mal. Et le lien entre ce qui se passe dans le cerveau et la douleur est de plus en plus en train de s'éclaircir. On commence de plus en plus à comprendre ce qui se passe, du lien entre les deux. Que non, la douleur n'est pas que physique, que non, la douleur n'est pas dans la tête. En fait, qu'il y a des mécanismes qu'on commence à comprendre. Seulement depuis 2015, c'est très récent en fait. Et en même temps, de me rendre compte que moi, parler que d'une articulation, au bout d'un moment, je m'ennuie, en fait, je me fais chier. Et puis, je me rends compte aussi que les audiences, c'est pas tellement... Enfin là, tu leur expliques une fois la douleur de genou. Si tu es obligé de leur expliquer 25 fois, c'est que... J'ai entendu une phrase récemment qui m'a beaucoup fait marrer. Tu sais, c'est les expressions genre, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise ou c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. C'est, écoute, j'ai pas le temps ni les crayons de couleur pour t'expliquer. Et elle me fait beaucoup rire. Donc, au bout d'un moment, si tu as besoin qu'on t'explique 25 fois la douleur de genou, peut-être que... Faut aller colorier ailleurs. Faut aller colorier. Exactement, merci Clem. Et surtout, en fait, ce qu'il y a de génial, c'est que, à titre personnel, je me suis rendu compte que j'évoluais, que j'avais envie de raconter d'autres choses, que mine de rien, je ne suis pas le seul à avoir pris pleine gueule le confinement. Je ne suis pas le seul à avoir pris pleine gueule le Covid. Je ne suis pas le seul à avoir vécu des hauts et des bas à cause de tout ça. Mais j'ai la chance de pouvoir mettre des mots dessus et de m'adresser aux gens. Et j'ai trouvé une forme de résonance aussi là-dessus. Donc ça a soulevé plein d'enjeux qui étaient hyper intéressants. De se dire, ok, en fait,
mon métier initial me permet de parler de corps, me permet de parler de santé mentale, du lien entre les deux, et puis aussi de ces changements sociétaux. Je prends pas je prends pas la parole sur tout parce que je ne suis pas légitime et je n'ai pas les connaissances sur tout. Mais quand ça parle de mon sujet, du sport, du bien-être, du corps, j'aime bien m'intéresser au sujet. Donc tu vois, en fait, rien que quand je l'évoque, on voit l'infinité des possibles que mon métier de base me permet d'envisager. Surtout si aujourd'hui on est dans une ère où on écoute un peu plus son corps, on n'est plus dans la dissociation, à dire, de se dire j'ai une douleur, c'est comme ça, je vais trimer toute ma vie. Non, on sait que potentiellement il y a peut-être des solutions et que c'est peut-être pas normal et ça envoie un signal et qu'il faut le comprendre. Aujourd'hui, tu as cette sensation que les gens cherchent à comprendre ce qui leur arrive. Ouais, et je sens vraiment que les gens cherchent à comprendre, mais il y a en même temps deux paradoxes à ça. C'est que pour le corps, c'est comme beaucoup de choses, et je crois que c'est le mot que je vais beaucoup sortir pendant le podcast parce que c'est celui qui me parle le plus en ce moment, celui d'équilibre. Et tu vois, mon podcast, il s'appelle Réaligner. Tu vois, c'est que j'imagine l'équilibre un peu à l'horizontale et le fait d'être réaligné ou aligné à la verticale. Et je trouve que parfois, à trop chercher à se comprendre, on passe trop de temps à s'écouter dans un dialogue interne qui nous fait tourner en rond et qui peut être un terreau fertile à être des cercles vicieux. Et à l'inverse, ne pas s'écouter du tout peut amener à autre chose qui fait qu'on va au bout d'un moment sortir la tête de l'eau et ramasser tout ce qu'on n'a pas réglé. Donc tu vois, une fois de plus, il y a apprendre à s'écouter et apprendre à se lâcher la grappe. Il y a des fois, il faut pouvoir s'écouter, il y a des fois, il faut pouvoir se lâcher la grappe. Un exemple que j'aime beaucoup donner, je sais que y a beaucoup de jeunes mamans qui t'écoutent. Je pense que quand on est jeune maman, c'est plutôt un moment où on peut se lâcher la grappe. Là où tout Internet vous dit qu'il faut être parfait, moi je vous dis lâchez-vous la grappe. Si dans les 6 mois, 2 ans, juste après votre grossesse, vous n'avez pas repris le sport, c'est ok. Et pourtant, c'est Major Mouvement qui vous dit de bouger à tout le monde. Non, en fait, je pense qu'à ce moment-là, vous avez le droit de vous lâcher la grappe. Et de se dire juste, si vous allez faire une balade dehors avec votre enfant en poussette et que pour X raison, à ce moment-là, vous ne pouvez pas le porter, lâchez-vous la grappe. À l'inverse, je pense que si jamais vous avez un mal de dos qui traîne depuis 8 ans, que ça vous empêche de travailler, que ça vous empêche de porter vos enfants, peut-être qu'à ce moment-là, ça vaut le coup d'apprendre à s'écouter pour savoir quelles solutions vous pouvez mettre en place pour pouvoir en sortir. Et moi, c'est ce juste dosage que j'aime pouvoir apporter. Et finalement, dans cette notion d'équilibre, c'est de se dire, en fait, j'apporte des solutions, à vous de vous poser la question, dans quel cas elles sont pertinentes pour vous et dans quel cas elles ne sont pas pertinentes à l'instant T. Ça, c'est le premier paradoxe de la juste écoute. Le deuxième paradoxe que je trouve hyper intéressant, et qui est malheureusement triste, c'est qu'on est à une ère de surinformation et ça n'a jamais été aussi difficile de trouver une information. On peut révoquer autant qu'on veut le système très vertical qu'on avait de l'information avant. Il y a 30 ans, tu avais un mal de dos, tu allais voir ton médecin, il te disait c'est ça. Ça marche pas, mais il y avait un peu le côté rassurant de au moins on m'a donné la solution. Bon, c'était plus chiant quand elle ne marchait pas, et elle ne marchait pas toujours. Là, aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'il y a une infinité de solutions, et on se retrouve un peu comme quand on veut regarder un film sur Netflix, de dire ok, en fait, trop de choix, tue le choix, et je ne sais pas quoi faire. Et là aussi, j'essaye d'apporter une réponse, de dire en fait, commençons par savoir ce qui fonctionne bien, mettons en place les premiers pas dans ce qui fonctionne bien, et commençons à avancer là-dessus. Et donc, tu vois, c'est dans une ère de la surinformation, c'est comment est-ce que je fais pour trouver mon information qui me convient et comment est-ce que je fais pour l'appliquer. Et j'ai l'impression aussi que c'est corrélé au fait que les gens ont envie de reprendre le pouvoir aussi sur comment ils récupèrent l'information, comment ça résonne avec leur ressenti intérieur et que voilà, on est dans une danse aujourd'hui, on essaye de, ce que tu disais, trouver cet équilibre entre les deux. Exactement. Je suis entièrement j'ai rien à rebondir, je suis entièrement d'accord avec toi. Et alors d'autant plus si tu dis, évidemment il y a beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast et de jeunes mères, malheureusement aussi pendant très longtemps la médecine ne s'est pas intéressée aux femmes, encore moins à la femme enceinte, au postpartum, donc il y a aussi beaucoup de flou autour de notre corps. Nous les femmes, on ne réagit pas de la même manière, que ce soit notre système hormonal ou juste comment on est construite, voilà, on est différents. Est-ce que ça, tu l'as senti aussi sur les dernières années? Tu parlais ça fait 10 ans maintenant avec les neurosciences. Est-ce que cette évolution dans ta pratique par rapport au corps féminin, c'est en train de changer? Alors, c'est en train de changer. Il y a plein de données qui sont hyper intéressantes. C'est qu'en fait, comment on fait une étude? Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est vite chiant. Et c'est que comment on fait une étude? En fait, on essaye
d'anonymiser un maximum les gens pour éliminer tout le paramètre aléatoire. En gros, on va prendre beaucoup de gens d'une tranche d'âge et les mélanger pour pouvoir sortir des données. Il y a 2 éléments qui ont été énormément invisibilisés là-dedans. La douleur, parce que c'est excessivement subjectif. Et si c'est subjectif, ça, entre guillemets, passe pas au travers des mailles de l'étude scientifique. Beaucoup plus facile de mesurer un taux de glucose. Beaucoup plus facile de mesurer une fréquence cardiaque. La douleur, c'est subjectif. Et si c'est subjectif, ça passe pas bien. Donc déjà, ça, c'est difficile. Et en plus de ça, en fait, dans les protocoles scientifiques, tu peux pas dire on va regarder quasiment que les hommes, on va regarder que les femmes. Et donc là, ça veut dire que en fait, c'est littéralement comme si tu essayais de faire rentrer des Lego dans des jeux de Playmobil. En fait, sur le papier, ça ressemble un peu, mais en fait, c'est 2 lectures qui sont différentes et du coup, on ne peut pas en tirer beaucoup de conclusions. Et c'est ça qui est en train de changer aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, la femme spécifique dans le cadre de la douleur mérite qu'on s'y penche spécifiquement pour pouvoir avoir des protocoles spécifiques, des compréhensions spécifiques. Il y a un truc qu'on ne m'a pas appris à l'école. On m'a appris à l'école un signe d'arrêt cardiaque ou de crise cardiaque, c'est douleur écrasante dans la poitrine, sensation que ça te lance dans le bras gauche et sensation de vomissement. Chez la femme, j'ai appris il y a 2 ans, mais vraiment, c'est moi qui donnais le cours. Et puis je donnais des cours, et puis il y a une de mes élèves, donc c'est des kinés qui sont déjà diplômés, qui lève la main, qui dit « Dis donc Greg, est-ce que tu savais en fait que c'était pas les mêmes signes chez les femmes ?» Je dis « Ah bon, non, je ne savais pas. » Et elle m'explique que déjà, en fait, il y a plein de signes différents, qu'il n'y a pas forcément l'écrasement sur la poitrine, il peut y avoir des picotements dans tout le corps, qu'il peut y avoir des annonces un jour ou 2 avant, et ainsi de suite. Et en effet, j'en ai parlé à mes potes médecins, et c'est vrai que c'est pas les mêmes signes. Sur un truc qui est quand même important quoi. Quand tu fais une crise cardiaque, tu as quand même envie de réagir vite. Donc oui, il y a à la fois dans la manière dont on fait une étude scientifique, et à la fois, oui, une énorme inégalité sur... allons rechercher ce qui se passe spécifiquement chez les femmes. Et comme il y a une inégalité déjà au niveau de la recherche, il va y avoir une inégalité au niveau des connaissances et il va y avoir aussi une inégalité au niveau des traitements. Ça paraît bête quand je le dis, mais dites-vous encore aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on applique alors que la recherche l'a réfuté depuis 60 ans déjà. Donc entre le moment où la recherche nous donne une information, qu'elle est donnée y compris aux spécialistes et que les spécialistes l'appliquent et qu'elle est su par le grand public, parfois il peut y avoir 20 ans à chaque étape. Parce qu'il faut former aussi à chaque fois. Tu le disais, toi, à l'école de kiné, on t'a pas appris les signes de crise cardiaque chez les femmes. Et si de vous-même, vous ne vous formez pas à nouveau, vous ne continuez pas à faire de la formation continue, il y a beaucoup de choses qui passent entre les mailles. C'est ça, et je ne jette pas la pierre, évidemment, sur les médecins, parce que, ni sur les kinés, dites-vous que, entre guillemets, on sait que ce qu'on sait. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup formé sur le dos, ce qui fait que si tu me poses des questions sur l'endométriose, je suis vite à court. Parce que dans les formations continues que j'ai faites, je me suis spécialisé sur le dos. Les heures que j'ai dédiées au dos, c'est des patients que j'ai vus que sur le dos. C'est pas des gens que j'ai vus sur l'endométriose. Alors évidemment, parfois, il peut y avoir des liens. Quand je vais avoir une jeune femme qui vient, qui a des douleurs un peu envahissantes dans le bas du dos, je vais lui poser la question, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un lien en fonction de votre cycle? Oui, non. Est-ce qu'il y a d'autres signes cliniques? J'avais fait une vidéo avec Charline Sage-Femme sur l'endométriose et sur les douleurs liées notamment lors de l'acte sexuel. Donc, tu vois, il y a des liens, mais c'est pas parce qu'il y a des liens que je suis aussi compétent sur des pathologies que je connais pas. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, d'avoir en tête que parfois ça met plusieurs décennies avant que le soignant ait l'information correcte et qu'on puisse adapter. Et c'est vrai que peut-être aujourd'hui, dans un monde où tout va vite, c'est très frustrant et c'est très dur, très agaçant. Et encore plus pour la moitié de la population qui a été un peu snobée par les études scientifiques. C'est dur des fois. C'est très dur parce qu'in fine, en fait, la personne qui souffre quelque part, son quotidien, elle s'en fout de savoir que nous, ça nous prend 20 ans pour se mettre à jour, parce que c'est elle qui va être en retard de traitement, c'est elle qui va devoir avoir des souffrances par rapport à ça, c'est elle qui va avoir le discours qui ne va pas. Donc il y a une vraie, en fait, souffrance de notre méconnaissance. Et ça, c'est très, très dur, en fait. Alors, dans ton livre que tu viens de sortir à la rentrée, donc c'est 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible, c'est vraiment 360, parce que là, on ne parle pas que de kiné, on ne parle pas que de physique. Mais ce qui m'intéresse, c'est ton pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Major Mouvement, il y a ce mot mouvement. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi le mouvement, c'est vraiment un des piliers de la santé? Je vais le raconter comme ça parce que c'est l'une des explications que je préfère. Aujourd'hui, on a des médicaments contre la dépression. On a des médicaments pour mieux dormir le soir.
On a des médicaments pour diminuer les risques de problématiques cardiaques, pour diminuer l'Alzheimer, pour diminuer Parkinson, pour diminuer la douleur. Chacun de ces médicaments a des effets secondaires, et même parfois les uns contre les autres. Mais aucun médicament ne fait tout ça à la fois, sauf le mouvement. Le mouvement va permettre une cascade de neurotransmetteurs et d'hormones qui ont un rôle contre la dépression. Mais pas genre juste la prévention de la dépression, c'est-à-dire que l'activité physique, notamment à haute intensité, est dans les recommandations de la dépression légère à modérée. Notamment pour les dépressions, toutes les dépressions ne sont pas liées à un déficit de sérotonine, mais notamment parce que l'activité physique permet la sécrétion de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui permet de se sentir serein et qui permet le matin, quand vous vous réveillez, de ne pas vous sentir éclaté de fatigue. C'est pas dégueulasse. J'achète. La sérotonine, j'achète. L'activité physique permet de mieux dormir le soir. L'activité physique permet de continuer à faire ce qu'on appelle la neuroplasticité, des liens dans notre cerveau. Ces liens dans notre cerveau, ils nous permettent de diminuer de la dépression, ils nous permettent de diminuer du Parkinson, ils nous permettent de diminuer de la dégénérescence du cerveau, notamment comme de l'Alzheimer. L'activité physique, grosse coupe, permet de favoriser les échanges sanguins et donc de diminuer le risque de problématiques cardiaques. J'aime bien avoir cette image parce que tout le monde l'a en tête. Vous voyez les pubs desktop quand on voit le gros produit qui débouche les canalisations et qu'après ça s'en va dans vos artères, enfin dans votre évier, et ben le sport, ça fait ça dans vos artères. Y en a un que j'ai pas dit, c'est que l'activité physique, ça booste la libido. On a des médicaments pour les problématiques de libido. Donc, on a aussi, ça c'est hyper intéressant, pendant longtemps, je pense que les gens commencent à le savoir aujourd'hui, pendant longtemps on a dit que le sport usait le corps, ce qui est vrai pour le sport à très haut niveau. C'était un postillon gigantesque, excuse-moi. Pardon. C'est le live. C'est le live. Mais le sport permet de régénérer nos articulations, nos cartilages, nos ménisques, et ainsi de suite, quand c'est bien dosé. Donc en fait, le mouvement est indispensable, c'est un médicament naturel que l'on a, où on vit dans une société où on est en train de l'enlever, parce qu'on s'est sédentarisé. Et là où c'est dingue, c'est qu'on est tellement biaisé, c'est que quand on doit bouger un peu, c'est dur, oui, c'est dur, et parce que c'est dur, on va dire c'est pas bon. Et c'est ce que j'explique dans le bouquin en fait. C'est pas parce que c'est inconfortable que c'est mauvais. C'est pas parce que c'est douloureux que c'est forcément ce qui va user. En fait, votre corps, littéralement, est fait pour bouger. On a étudié ça, je trouve ça dramatique, mais on a étudié ce que 1 heure dans un canapé fait. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, chez les gens qui fument 20 paquets de clopes par jour, enfin, peut-être 20 paquets de clopes par jour, ça fait beaucoup. 20 clopes. 20 clopes par jour. Et on a regardé leur espérance de vie versus ceux qui ne fument pas. Et on dit, voilà, une clope, ça tend à tant de minutes en moins. Ben, on a regardé ceux qui bougent versus ceux qui ne bougent pas. Et en effet, les gens qui sont sédentaires, 1 heure de sédentarité, c'est 22 minutes d'espérance de vie en moins. C'est énorme. Le ratio, il est énorme. Il est énorme. Alors, je ne vous dis pas bouger tout le temps en permanence. Je vous dis juste, en fait, on nous a menti, on nous a dupés de nous créer une société dans laquelle le mouvement n'est pas dans notre quotidien. On s'est fait baiser au passage. Mais c'est vrai pour nous, mais c'est encore plus vrai pour nos gamins. Là, tu m'en as parlé quand on avait préparé, j'ai plus les chiffres en tête, je veux bien que tu me les ressortes. Le chiffre qui sort, c'est la force musculaire des quadriceps des 10-16 ans a baissé de 25% depuis 1990. Et on parle pas 1910, on parle 1990. C'est nous, notre génération. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, on va rentrer un peu dans le détail de cette étude. La force des quadriceps, les quadriceps, c'est les muscles devant les cuisses. Je vous parle pas d'être capable de faire un squat, c'est pas ça l'enjeu. Je ne dis pas, non, mon fils restera moins fort pour faire des squats. Non, on a une corrélation directe entre notre masse musculaire, notre force, notre qualité de vie et notre espérance de vie. On le retrouve sur plein de choses. On a étudié la force dans les mains, la force de la poigne, d'accord ? Les gens qui ont une forte poigne vivent plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il faut muscler vos mains, ça veut dire que globalement, chez les gens qui bougent, et notamment qui bougent leurs mains, parce qu'ils ont un métier manuel et ainsi de suite, ils vont vivre plus longtemps.
On a étudié les gens qui ont des triceps, les muscles derrière les bras. Vous savez, quand vous levez les bras et que vous voyez que ça pendouille un peu. Okay. Je vois pas de quoi tu parles. Les gens qui ont des triceps ont des triceps plus développés, ont une diminution de diabète de type 2 ou des effets du diabète de type 2. Une fois de plus, ça ne veut pas dire muscler vos triceps, ça veut dire qu'on prenne les cuisses, qu'on prenne la main, qu'on prenne les triceps. En fait, le fait d'avoir de la masse musculaire permet de d'améliorer les scores de santé. Je vais vous faire plaisir. 99% des muscles que je vous recommande d'avoir ne se voient pas. Je ne vous demande pas d'être bodybuilder. C'est là où on nous a menti aussi. On nous a dit faire du muscle, avoir du muscle, c'est être comme Schwarzenegger. Je trouve pas ça joli, c'est pas ce que je veux. Moi, c'est pas du tout ce que je vous dis. En fait, quand vous marchez, vous créez du muscle. Quand vous portez votre enfant, vous créez du muscle. Quand vous videz le lave-vaisselle, vous créez du muscle. Le seul moment où vous n'en créez pas, c'est quand vous êtes assis dans un canapé. Donc là, toi et moi, on crée pas trop de muscles. Mais encore, tu vois, je bouge un peu mon bras droit. Mais c'est vous dire, en fait, changez de regard sur ce que ça demande. Aujourd'hui, je vais vous rassurer, il y a des tas de trucs que vous faites bien. Quand vous portez... Je prends que des exemples de la maman et du papa, d'accord, des parents, parce que je sais que c'est plutôt ta communauté, mais vous pouvez l'adapter à tout. Vous faites vos lacets, quand vous installez votre enfant dans le siège auto, quand vous le mettez sur le siège arrière du vélo, qu'il faut le porter, oui, c'est pas facile. Mais ce que je vous invite à faire, c'est changer de regard. En fait, quand vous faites ça, vous entretenez le mouvement dans votre corps. Comment est-ce qu'on peut se rendre la chose plus facile? De porter Timéo 8 kg pour le mettre dans son siège auto, c'est littéralement de prendre une kettlebell qui en fait 12, qui en fait 14, qui en fait 16, de faire des squats, de faire des deadlifts. Quand vous allez faire ça, en fait, ce que vous portez aujourd'hui, c'est ce que vous n'aurez pas besoin de porter demain. Pourquoi? Parce que ce que vous allez porter aujourd'hui va créer un corps qui va être plus fort, plus endurant, plus à même de porter ce que vous allez demander à votre corps demain. Et c'est là où ça devient cool. Je ne vous dis pas, dès demain, faites 1 heure de sport, bande de bolos, si vous ne le faites pas, vous êtes des énormes quiches. Je dis juste, si aujourd'hui vous êtes en difficulté, on plante une graine ensemble. Et cette graine, pour certains d'entre vous, elle va prendre 3 mois pour germer, pour certains d'entre vous, elle va prendre 30 ans. Globalement, chacun son parcours de vie. Mais plantons cette graine ensemble. Elle doit germer. Parce que ce que je vous souhaite, c'est que demain, quand vous allez porter votre fils pour le mettre dans son siège auto, pour le mettre dans son lit avec les rambardes. Les miens n'ont plus les rambardes, c'est pratique quand ils n'ont plus. Vous devez vous pencher en avant et que vous sentez votre dos vous tirer. Ne vous dites pas, ça y est, mon dos est flingué. Dites-vous juste, cool, j'ai la chance d'utiliser mon dos. S'il est douloureux, peut-être que je vais pouvoir mettre en place des solutions. Ce que je ne vous souhaite pas, c'est le discours inverse. Mince, je ne peux plus porter mon fils. À chaque fois que je dois le mettre ou le sortir de mon lit, ça me fait super mal. Mon dos, il est bousillé. Ça veut dire que je ne pourrai plus danser. Ça veut dire que je ne pourrai plus le porter. Ça veut dire qu'il faut que je reste dans mon canapé. Cette histoire, elle est dégueulasse. Et parce qu'il y a cette histoire, vous rentrez dans un cercle vicieux. À tout âge, notre corps s'adapte. C'est un beau message d'espoir que je donne aux gens. Je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer... J'ai beaucoup aimé sur les réseaux sociaux, la dernière fois, tu as posté une vidéo d'une maman qui porte des courses, son bébé, qui porte 1000 trucs, parce que voilà, les femmes, on peut porter beaucoup de choses en même temps, et qui va à la salle de gym et se dit « Ah non, moi, je peux pas prendre une haltère de plus de 3 kilos. » Exactement. Pourquoi est-ce qu'on a cette vision qui est dissociée de ce qu'on peut réellement faire, de nos capacités, alors que dans le quotidien, on fait des choses difficiles? Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils portent. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. J'ai fait souvent cette expérience, donc ça va faire 6 ans que je donne des cours à des kinés diplômés, d'accord? Et je leur demande, d'après vous, et je vous invite à vous poser la question, quel est le poids maximal que vous pouvez porter sur un deadlift? Alors là, globalement, les gens, ils me regardent avec des grands yeux ronds, ils n'ont pas la moindre idée ni de ce que ça veut dire, le deadlift, ni de combien ils sont portés. Donc, je vais te poser la question, Clem. C'est normal si tu n'as pas la réponse. Et vous-même, posez-vous la question. Et après, je vais rentrer dans les détails. D'après vous? Moi, j'en fais du deadlift, mais j'ai jamais testé en max. Je dirais que tu peux soulever 30. Ok. Alors, je vais rentrer dans les détails. Mais ta réponse, c'est globalement... Voilà. Ouais. Globalement, c'est la réponse que les gens donnent. Ils vont donner entre 10 et 30 kilos. Alors, le mouvement de deadlift, vous pouvez taper sur Google, deadlift. Le mouvement de deadlift, c'est le mouvement en musculation où on est capable de porter le plus de poids. C'est celui où vous êtes capable de soulever le plus lourd.
Et globalement, pour que vous l'ayez en tête, c'est comme si vous enfiliez un pantalon, d'accord, et que vous reposez votre pantalon. C'est le même geste, sauf que votre pantalon, c'est une barre. Vous pouvez prendre une barre, des haltères, globalement, peu importe. Ce que je veux, c'est qu'il y ait du poids. 95% des gens, d'accord, modulo des problématiques de santé, modulo un changement dans leur vie, sont capables de porter 80 à 100% de leur poids de corps. Oui. Ok, donc c'est en D'accord. fonction de ton poids de corps. Le critère Donc là, j'ai numéro donné 1... pour ma fille, quoi. Voilà. Exactement. Le critère numéro 1, qu'on le veuille ou non, pour votre capacité à porter du poids, c'est votre masse. C'est combien vous pesez. La deuxième critère, c'est votre niveau d'entraînement. Plus vous vous entraînez, plus vous êtes capable de soulever lourd. Maintenant, je vais revenir sur le détail de ça. Je demande donc aux gens combien vous êtes capable de porter. Toi, tu me dis, globalement, j'en fais 30 kg. Donc, vous imaginez un pantalon de 30 kg que vous soulevez et que vous remettez au sol, d'accord ? Comme les gens ne savent pas quelle masse, quel poids ils vont être capables de porter, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont capables de porter. Un pack de lait, un pack d'eau, c'est 6 fois 1,5, ça fait 6 fois 1,5, 10. Je suis peut-être nul en maths. Si, c'est ça ? Ne me demande pas à moi. On regarde. Ça doit faire ça. En tout cas, Mais c'est vous nous direz en commentaire. entre 12 et 10. Ok. Ça fait partie. Vous êtes quasiment tous capables de porter un pack dans chaque main et de marcher. Vous rajoutez un sac à dos dessus ou un gamin sur les épaules, vous l'avez déjà fait en fait. Bah ça y est, vous êtes à 30 kilos. Ok, bah en fait 30 kilos, c'est pas si lourd que ça. Modulo évidemment les paramètres de chacun. Mais là on est d'accord, c'est quand tu parles de max. Donc c'est vraiment, on le fait et donc au max. Ça, effectivement. Max, ça veut dire je suis capable de le porter qu'une seule fois. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, tu le soulèves, c'est très dur, il te faut quasiment 10-15 secondes pour la soulever, tu la reposes, tu réessayes, ça ne marche pas. Ok, bah ça, globalement, vous êtes capable de le faire entre 80 et 100% de votre poids de corps. Ça veut dire quoi ? Si vous êtes capable de porter si lourd, ça ne sert à rien de vous entraîner avec 2 kilos ou 4 kilos. Sauf en postpartum, je tiens à le dire, hein. On est d'accord. Merci Clem pour ce truc. En postpartum, il y a quand même un petit truc, et c'est pas ma spécialité, qui s'appelle le périnée, qui s'appelle votre état de forme et votre état global. Vous ne pouvez pas vous tromper à consulter en postpartum. Pour 3 raisons. La première, c'est celle à laquelle vous ne vous autorisez pas à penser, c'est le temps pour vous. Le postpartum, je suis père de 2 enfants, quand j'ai des mamans qui viennent, même si ce n'est pas leur spécialité, la plupart du temps quand elles viennent chez moi, c'est que elles n'ont pas trouvé chez un kiné qui soit spécialisé. Je suis ravi de m'occuper de leur enfant. Tu vois, elles viennent avec un bébé de 3 mois pour faire leurs exos, pour faire le bilan, que soit elles ont mal au dos, soit elles veulent juste faire un peu de rééducation abdos. Elles ont fait avec leur sage-femme, avec une autre kiné spécialisée en périnée. Moi, je suis ravi de pouponner. Mais qu'est-ce qu'elles culpabilisent ? C'est vrai. Elles me plantent une fois sur 3, non pas parce qu'elles n'ont pas le temps, mais parce que en fait, elles n'osent pas prendre du temps pour elles. Laissez les packs de linge. Vous les laverez plus tard. Laissez le bordel dans la maison. Il n'y a pas Christina Cordula de la déco qui va venir chez vous pour vous dire que c'est mal rangé. Rassurez-vous, je fais des visites à domicile. C'est le bordel chez tout le monde. Il n'y a que sur Instagram. Il n'y a que sur Instagram que les gens rangent leur maison. Mais en vrai, déjà, on est assez nuls en déco de manière globale. Vraiment, il n'y a rien qui va dans nos décos. Mais en plus de ça, c'est le bordel. Donc, laissez le bordel. Vous avez le droit de faire juste 2 minutes de sport. Et si vous n'y arrivez pas, faites-le demain. Et si c'est incomplet, c'est OK. Non, parce que quand tu disais avec 2 kilos, effectivement, quand on en retrouve une forme, on va pas se challenger. Mais quand on vient de mettre au monde un être humain, on peut se dire que c'est pas grave. Exactement. Donc 2 contextes différents. D'ailleurs, dans mon 2e livre, qui était 55 douleurs, le grand guide des douleurs, 55 douleurs que les gens auront, j'ai fait des spécificités pour la femme enceinte. J'enfonce une porte ouverte, mais je le rappelle. La femme enceinte et le postpartum, c'est spécifique. Je sais qu'aujourd'hui, on n'aime pas mettre les gens dans des cases, mais malheureusement, cette case-là, elle mérite une attention particulière et des connaissances particulières. Et donc, pour nous qui retrouvons, moi par exemple, qui ne suis plus dans cette difficulté... Je pense que 2 ans après le postpartum, 3 ans après le postpartum... Il faut se challenger. En effet, on va donner cette métaphore-là. Pour avoir un maximum de bénéfices de l'activité physique, le critère numéro 1, c'est de le faire. Facile. Critère numéro 2, c'est de le faire régulièrement. Plus compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour le faire et le faire régulièrement ? On va y prendre plutôt du plaisir.
Ça, c'était plutôt ce que je mettais dans mon livre numéro 1, comment développer du plaisir dans le sport. Je ne vais pas le rappeler ici, mais en gros, ne serait-ce que de vous poser la question. Dans quoi je prends mon plaisir, c'est un bon indicateur. Si pour vous, à chaque fois, vous y allez la boule au ventre, c'est pas un bon indicateur. Ok. Donc, je le fais régulièrement. Maintenant, le troisième critère, c'est celui de l'intensité. Pour avoir des bénéfices, globalement, si je mets de l'intensité, j'ai des bénéfices. La métaphore que je donne dans le bouquin, c'est un peu comme si vous vouliez cuire un plat. D'accord ? Si vous mettez votre four à 20 degrés, vous pouvez attendre quelques temps avant que votre poulet rôti ou que votre tian de légumes il soit cuit. Si à l'inverse, vous le mettez à 400 degrés, il va être cramé. Donc en fait, il faut le mettre à la bonne température. La bonne température, ok, concrètement, c'est une séance de sport. C'est bien quand ça dure entre 8 minutes et 40 minutes. On peut faire moins, on peut faire plus, mais globalement, c'est là-dedans. C'est bien si on le fait au minimum une fois par semaine. C'est mieux si on le fait 3 fois par semaine. Une fois de plus, il y a plein de paramètres, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'arrive pas, j'ai pas le temps, et ainsi de suite. On module. La vraie vie, vous n'avez pas un prof de sport qui va vous dire à la fin de la semaine, c'est bien, c'est pas bien. Même si pour certains, ça peut être un critère de motivation. Certains, ça peut être un critère de frein. Exactement. Moi, je sais que j'ai besoin d'un cadre. Si j'ai pas de cadre, je ne le fais pas. Et tout major mouvement que je suis, en fait, moi, je paye un préparateur physique, en fait. Ou tu t'inscris dans un club, enfin quelqu'un qui a des attentes envers toi et où tu peux pas te dérober toutes les 3 minutes. Je fais du jiu-jitsu brésilien, si j'ai pas une compétition planifiée à la fin de l'année, je suis pas aussi motivé pour aller m'entraîner. Faut une carotte. Exactement. Ensuite de ça, au niveau de l'intensité, ce qu'on recommande, c'est de le faire au moins une fois par semaine à l'échec. C'est-à-dire à très haute intensité. Je ne suis plus capable de finir ma séance. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça veut dire que vous êtes allé chercher ce qu'il fallait, à savoir dans l'échec, dans le maximum. Pour que vous vous rendiez compte, j'aime beaucoup cette métaphore, une séance à haute intensité, où on va chercher l'échec musculaire, c'est comme après une bonne baise. Tu sais, un truc vraiment engagé, qui a pris du temps, où tu t'es vraiment allé chercher très loin au fond de toi-même, au sens propre, comme au sens figuré, dans tous les sens que tu veux. Et à la fin, tu ne peux plus parler, tu n'es pas prêt à recommencer, mais tu es content de l'avoir vécu. Ça, c'est excellent pour nous. Et d'ailleurs, faire l'amour est un exercice physique. Exactement. Même si, à titre personnel, maintenant, je préfère plutôt le slow sex. Donc, c'est comme ça prend beaucoup de temps. Et t'es moins épuisé, mais c'est très cool. Bref, parenthèse fermée. Donc, tout ça pour te dire que l'intensité, c'est important. Plaisir, régularité, intensité. Et là, c'est aussi ce que j'explique dans le bouquin. J'entends tout à fait toutes les craintes que vous pouvez avoir, elles sont citées dans le bouquin. J'ai pas le temps, j'ai peur de me faire mal, j'ai peur de mal faire. Tout ça, c'est OK et je l'explique. Mais je vais donner juste un exemple. Si vous pensez que vous allez être trop musclé en faisant du sport, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas le seul, mais je pense que vous surévaluez énormément vos capacités de prise de masse. Vraiment. Être trop musclé, c'est très très dur en fait. Et si un jour vous finissez par être trop musclé, vous inquiétez pas, la nature va très vite vous faire perdre ce que vous avez gagné. Et surtout à mesure qu'on vieillit. Beaucoup plus dur de me prendre de la masse. Exactement. Tu vois, je sais qu'il y a une communauté de rugbyman. Les rugbyman, quand ils arrêtent au bout de 2-3 ans, c'est quasiment plus les mêmes mecs. Hein. Richie Mako, il s'est mis au triathlon, il est méconnaissable. C'était l'ancien capitaine des All Blacks qui effectivement était une armoire à glace et qui maintenant est tout fin. Exactement. Et lui au moins il n'a pas grossi. Il y a 2 effets chez les sportifs de haut niveau. Ceux qui perdent la masse et ceux qui prennent du gras. C'est intéressant, je vais faire cette petite parenthèse avant d'avancer. En fait, quand on a soumis notre corps, parce que je sais aussi qu'il y a parfois des gens qui ont été très sportifs à un moment donné, quand vous soumettez votre corps à un équilibre métabolique, je bouge beaucoup, je mange beaucoup. Le jour où vous arrêtez de beaucoup bouger, votre corps, en fait, il va avoir du temps pour s'autoréguler. Et donc, l'idée, c'est d'être... Le premier conseil que je vais donner là-dessus, c'est d'être accompagné là-dessus. Vous ne pouvez pas vous tromper à vous faire accompagner sur des pertes et ou sur des prises de poids. Pour des gens qui déjà avaient une activité physique et mais même globalement pour tout le monde, sur la notion de la perte de poids, j'ai changé mon discours par rapport à ça. 90% des gens qui se lancent seuls dans des pertes de poids reprennent ou prennent plus dans l'année qui suit leur changement. Donc faites-vous accompagner. Et j'ajouterais surtout si vous êtes une femme avec notre système hormonal qui évolue. Il y a des spécificités individuelles. Au fur et à mesure qu'on vieillit,
On a besoin de plus de protéines, on a besoin de plus de soulever de la masse, Oui. comme tu l'as expliqué. Si vous êtes une femme, vraiment, c'est très conseillé en fait, surtout Ouais. après 35 ans. Est-ce que tu veux que je l'explique ou pas ça Mais ou- tu peux expliquer combien on perd en fait à chaque fois aussi, parce que je pense qu'on se rend pas bien compte. Alors, Si on se base sur notre corps de 20 ans, ça marche plus. oui, tu fais très bien de le signaler. J'ai une belle et une triste vérité à donner à tout le monde, mais en particulier pour les femmes. Le corps que vous avez à 20 ans n'est pas le corps que vous aurez à 30, n'est pas le corps que vous aurez à 40 ni à 50. Le conseil que j'aimerais donner, mais une fois de plus, vous en faites ce que vous voulez, ne vous faites pas du mal à essayer de retrouver le corps que vous aviez à 20 ans. Je pense que j'aimerais qu'on en parle plus, parce qu'il y a ce côté, je me punis de ne pas l'avoir, je culpabilise de ne pas l'avoir, et en même temps, je sens bien que je ne l'ai pas. C'est pas possible. Maintenant, ça ne veut pas dire que à 30 ans, vous ne pouvez pas être en forme, à 40 ans, vous ne pouvez pas être en forme. C'est juste qu'en fait, les règles du jeu changent, et qu'il faut réaccepter et rechanger les règles du jeu. Pour répondre à ta question, on perd par décennie entre 5 et 10% de masse musculaire. Alors ça veut dire quoi ? C'est beaucoup quand même. C'est énorme. Mais concrètement, au-delà de perdre du muscle, okay, dans le miroir, votre corps va avoir un peu moins de tonus, en fonction de vos critères de beauté, tout est OK, mais c'est plutôt de se dire, en fait, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, la masse musculaire, c'est absolument génial, excuse-moi. La masse musculaire, c'est absolument génial parce que c'est ce qui régule notre corps. Je vous l'avais dit, on a un lien direct entre la masse musculaire, notre qualité de vie, notre espérance de vie. C'est que notre muscle, pour vivre, fait fonctionner toute une cascade hormonale, d'échanges sanguins, d'échanges dans notre cerveau pour vivre. Quand on perd du muscle, c'est un peu comme laisser une voiture au garage. Elle va un peu s'encrouter. La masse musculaire, c'est pour ça aussi que je vous ai dit tout à l'heure, 99% des muscles qui m'intéressent ne se voient pas, permet de réguler ce qu'on mange. En gros, quand vous avez du muscle, vous pouvez avoir plus d'excès dans ce que vous bouffez, et c'est quand même assez pratique de pouvoir se lâcher la grappe sur ce que je mange, parce que je sais que mes muscles ils vont faire effet tampon derrière. Versus si j'ai pas de masse musculaire, si je mange pas assez, si je mange trop, mon corps il va beaucoup changer. Une fois de plus, c'est pour ça que c'est important de vous faire accompagner. Donc, avoir de la masse musculaire permet d'avoir un effet tampon. La masse musculaire protège les articulations, la masse musculaire régule le système hormonal, à deux phases qui sont importantes. La puberté, je ne vais pas m'y pencher parce que j'y connais que dalle, mais plutôt au niveau de la phase de la ménopause. La ménopause, à l'échelle de l'individu et à l'échelle de la femme, a plein de visages différents. Mais notamment, un de ces visages, ça va être un déséquilibre dans la masse grasse qu'on va prendre plus facilement et la masse musculaire qu'on va perdre. Donc, changer notre équilibre. Ça peut déclencher des douleurs, ça peut déclencher des maux de tête, ça peut déclencher de la fatigue. Et une fois de plus, vous ne pouvez pas vous tromper à consulter. Il y a plein d'autres trucs dans lesquels je serais bien incapable de m'exprimer sur de la préménopause, des ménopauses et ainsi de suite, mais vous ne pouvez pas vous tromper à consulter là-dessus. Non, et puis prendre du muscle, continuer à s'entretenir, peu importe à quel moment de vie on est. Vous ne pouvez pas vous tromper à vous renforcer. Et je crois que ce que tu disais aussi, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour te prémunir pour demain. On construit le futur pour vieillir. C'est pas de vieillir en étant beau, c'est de vieillir en étant actif, efficace et en pouvant être autonome. Exactement, tu as tout à fait résumé. Pour moi, le critère esthétique du muscle n'est que secondaire. En fait, je m'en fous un peu royalement. On voit beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux, mais s'il y a bien un truc qui n'est pas une connerie, c'est quand je vois des femmes de 70 ans soulever du poids. On en voit, c'est vrai que c'est impressionnant. On en voit, c'est impressionnant. Et je sais, j'ai été skinné là. Donc, je me mets à la place des gens de dire, mais elles sont complètement siphonnées. Pourquoi elles font ça? Mais elles ont vraiment rien d'autre à faire dans leur vie. J'avais un discours très, très, très dur envers elles. En fait, aujourd'hui, la littérature, mais même c'est dans les recos de l'OMS, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, 1 à 3 fois par semaine, dont 1 fois par semaine à haute intensité. C'est sur les personnes de, je crois, 17 à 70 ans. Et on pourrait penser qu'à partir de 70 ans, on donne comme conseil d'y aller moins intensément. C'est tout l'inverse. À partir de 70 ans, il est recommandé de faire de l'intensité 2 à 3 fois par semaine. Ne serait-ce que pour lutter contre les effets de l'âge. C'est complètement contre-intuitif. Parce que la réalité, et j'ai encore la chance d'avoir ma grand-mère, elle a 94 ans. C'est
Quand je vois ma grand-mère faire ses courses et lui dire « Mais attends, Manou, je vais t'aider ». Ce qu'elle porte aujourd'hui, c'est ce qu'elle ne portera pas demain. Ce que je porte pour elle aujourd'hui, c'est ce qu'elle devra porter demain. Donc c'est complètement contre-intuitif quand je la vois monter ses escaliers, quand je la vois porter ses courses, de dire « Attends, je vais t'aider ». Alors ça va lui faire plaisir et ça va créer des relations. On joue sur un autre tableau. Il y a toujours des compromis. Mais en même temps, en fait, ce qu'elle est capable de porter aujourd'hui, ça va entretenir ses articulations. Donc de dire à nos seniors « Continue de bouger », c'est probablement leur permettre de gagner encore en autonomie. Parce que, je vais faire une dernière parenthèse là-dessus, le véritable enjeu, au-delà de vieillir longtemps, c'est surtout de se dire, en fait, j'ai pas envie, à partir de 75 piges, d'être dans un fauteuil, de regarder la télé toute la journée, parce que j'ai mal partout, je suis plus capable de... C'est de se dire, en fait, pour moi, ce que je me souhaite, et j'ai vu suffisamment de gens sur leur fin de vie, c'est de me dire, ok, à partir du moment où je suis plus capable, c'est que je suis proche de la fin. Chacun y mettra la pensée qu'il veut, mais moi, c'est ce qui me plaît. Et aujourd'hui, on a les capacités de s'en approcher. Et en France, on n'est pas très bon. On est bon sur l'espérance de vie, on n'est pas très bon sur la qualité de vie. Et tu vois, finalement, on prend la fin de vie, mais c'est globalement assez vrai pour tout au long de notre vie, en fait. Dans ton livre, donc, je disais que ça sort simplement du cadre physique. Tu viens vraiment dans le bien-être, dans la santé mentale. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas, et j'ai été la première à le découvrir il y a très peu de temps, peu d'années, ce que c'est notre système nerveux, comment il est régulé et comment est-ce que ça fonctionne, ce système parasympathique qu'on a pour pouvoir revenir à un état d'osmose. Ok. Je la fais très simple. Vas-y. Ah oui, je pense, parce que c'est compliqué, c'est vrai. Ouais. Donc, on va mettre des mots qui sont relativement compliqués, mais je vais les rattacher à des images simples. On a le système sympathique et parasympathique. Rien à voir avec le fait qu'il soit sympathique ou ainsi de suite. C'est vraiment juste des mots très compliqués pour pas dire grand-chose. Du coup, je vais les remplacer par... On a notre mode d'action et notre mode de repos. Le système sympathique, c'est celui de l'action. Le système parasympathique, c'est celui du repos. Globalement, quand vous vivez dans la journée, c'est pas le moment où vous avez envie, où vous avez besoin de dormir / de digérer. Et quand vous vous reposez, c'est le moment où vous avez besoin de bien dormir et de digérer. Celui de l'action nous permet de bouger, d'être actif et ainsi de suite. Et vous avez compris l'inverse. Ce que tu appelles l'osmose, c'est qu'en gros, quand je suis à l'action, c'est quand j'en ai besoin et que mon corps va suivre. Quand je suis en déséquilibre, c'est quand la journée, je suis fatigué et que j'ai du mal à dormir le soir. Quand je suis en déséquilibre, c'est quand je suis avec mes enfants et que je sens une boule qui se serre dans mon ventre et que je suis stressé alors qu'on est dimanche après-midi et qu'il n'y a rien à faire. Quand je suis en déséquilibre, c'est quand j'arrive au boulot et que j'ai envie de péter la gueule de tout le monde, de crier sur tout le monde, alors qu'il faut que je sois assis bien sagement. Vous pouvez mettre toutes les images que vous voulez là-dedans, mais je pense que maintenant que j'ai mis un peu ces mots-là sur ce que c'est du déséquilibre, vous avez plein d'exemples dans votre vie. Vous dites, c'est vrai que là, je sens que je ne suis pas en phase. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver cet état d'équilibre ? Globalement, c'est le système nerveux autonome qui fait ce système nerveux sympathique et parasympathique. Autonome, ça porte bien son nom, c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que non, ce n'est pas un choix quand vous êtes coincé dans les embouteillages, d'être en retard et de sentir que vous bouillonnez à l'intérieur et malheureusement votre colère, elle tombe sur une personne qui n'a rien demandé. C'est pas votre choix, c'est autonome, ça fonctionne. Cependant, c'est pas parce que ça fonctionne de manière autonome qu'on peut pas mettre en place des choses dans notre vie pour le réguler. Pour faire en sorte d'être en action quand c'est nécessaire d'être en action, d'être au repos quand c'est le moment d'être au repos. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut mettre plein de choses pour réguler. Et comme beaucoup de choses, si on veut mettre plein de choses, parfois on ne sait jamais dans quelle direction aller. Donc on peut mettre différentes priorités en fonction de votre choix. On peut mettre une priorité de ce qui fonctionne le mieux. On peut mettre une priorité sur ce qui va le plus rapide. Qu'est-ce que tu préfères ? Par quoi est-ce que tu veux que je commence ? Ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux, c'est la qualité de sommeil. Bienvenue chez les parents. Exactement. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, si vous sentez que vous êtes déséquilibré, en effet, c'est de dormir. Et je vais donner un exemple qui est parlant. Quand vous avez un enfant de 2 ans qui est fatigué, et vous le voyez, il veut plus manger ou il veut trop manger, ou il veut plus jouer ou il veut trop jouer. Bref, il est ingérable, il est difficile à gérer, et vous avez beau lui parler, vous lui proposez un câlin, il n'y a rien qui va, et vous lui proposez de dormir, et qu'est-ce qu'il va vous dire ? J'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil. Et vous le mettez dans le lit,
c'est un peu difficile. Et là, au bout de 3 minutes, dans le meilleur des cas, boum, vous voyez qu'il dort et il fait une sieste de l'espace. C'est presque plus simple à comprendre pour les enfants que pour les adultes. Quand ils sont, eux, dérégulés. On a du mal à comprendre notre dérégulation, c'est ça que tu dis? Les adultes dérégulés, oui. Et globalement, nos spoilers, on l'est tous. Hein. Dans nos vies stressantes. Dans nos vies stressantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a menti, on nous a dupé sur notre besoin de sommeil. Entre les années 60 et aujourd'hui, on a perdu 90 minutes de sommeil. On n'a pas évolué. Hein. À la limite, on est peut-être devenu un peu plus con, mais... on n'a pas des besoins moindres. Voilà, on n'a pas des besoins moindres. Et il y a cette rumeur qui dit « Ouais, mais moi, j'ai besoin que de 5 heures. » Non, c'est faux. Vraiment, dans les études, on a tous besoin entre 8 et 10 heures de sommeil. Ouf, 10 heures. Oh. Pour certains, moi, je sais que j'ai besoin en fonction... Franchement, je vais te le dire, hein, Clem. Je bouge beaucoup. J'ai un métier où je parle beaucoup, soit avec mes patients, soit quand je donne des cours, soit devant la télé. En fait, vraiment, mon cerveau, il a besoin de récupérer. Les sportifs de haut niveau dorment entre 10 et 12 heures par nuit. Et font des siestes parfois, il faut le dire. Et ils font des siestes. Pour les siestes, entre 15 et 20 minutes, c'est très bien. LeBron James, il dit qu'il lui faut 12 heures par nuit. Donc, c'est là où être jeune parent, c'est très dur. C'est qu'en fait, la qualité de sommeil... malheureusement, elle est quasiment plus possible. Soit vos nuits sont découpées, soit juste vous devez dormir moins, vous devez faire plus de choses et ainsi de suite. Alors, mon premier conseil, il est déjà d'en avoir conscience. Mon deuxième conseil, il est un peu ingrat, il est un peu dur. Et une fois de plus, c'est une question d'équilibre parce que je l'ai vécu, je sais à quel point c'est dur. Sur les moments où vous pouvez prendre du sommeil, prenez du sommeil. Ne vous imposez pas des visites de courtoisie. Ayez le droit de dire non quand il y a la Tati Micheline qui veut venir pour embrasser votre enfant sur la bouche. Non, non et non, d'accord. Pas de bronchiolite. Ouais. Déjà, c'est... Bref. Dites non. Deuxième chose, ne confondez pas un bénéfice à court terme avec un bénéfice à long terme. Quand on est fatigué, c'est normal d'avoir envie d'aller scroller sur Internet, d'aller scroller sur Instagram. No spoiler, ça va vous sécréter de la dopamine et la dopamine, ça fait du bien, mais c'est pas ce qui vous fait dormir. Vous avez besoin de dormir. Donc, mon petit conseil, quand votre enfant fait une sieste, ne culpabilisez pas d'avoir la maison en bordel. Vraiment, elle sera en bordel. Et j'ai cette citation, moi, qui m'inspire énormément, c'est de dire, vous voyez les piles de linge à abattre, vous voyez tous les devoirs à faire, un jour, ça vous manquera. Il n'y aura plus de piles de linge à faire et votre maison, elle sera nickel et ça vous manquera. Donc, quelque part, accueillez ça avec la gratitude. Un jour, ça s'arrêtera. Donc, laissez la maison au bordel, dormez. Coupez les écrans, dormez. Et tu sais, il y a aussi toute cette tendance à dire, tu vois, du miracle morning qui n'est absolument pas adapté. Non, mais c'est de la merde. Voilà, non, mais qui n'est pas adapté aux vies de jeunes parents. Il y a un moment, ne coupez pas votre sommeil pour pouvoir aller faire du sport avant, pour pouvoir faire d'autres choses. Dormez, en fait. Une fois de plus, c'est Major Mouvement qui vous le dit. Hein. On a passé toute la première partie du podcast sur les bienfaits de l'activité physique. D'abord, dormez. Premier conseil. On pourrait parler, mais je pense que là, on va trop déborder sur ceux qui pourraient avoir des problématiques pour s'endormir. J'ai des réponses, mais à la limite, je peux dire, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez-y, ça. Voilà, sur... on mettra le lien. On mettra le lien, je crois qu'elle s'appelle, c'est avec un expert du sommeil qui connaît beaucoup plus le sujet que moi, sur voilà pourquoi vous êtes toujours fatigué. Ok ? Donc dormez. Tu m'as demandé le plus efficace, je te dis d'abord dormir. Je vais donner rapidement le plus rapide pour ceux qui voulaient la réponse la plus rapide. C'est une réponse hyper simple, elle est respiratoire. C'est une astuce qui s'appelle le soupir physiologique, qui va permettre très rapidement de réguler ce système sympathique et ce système parasympathique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez inspirer au maximum par le nez, bloquer l'inspiration et réinspirer maximum par le nez, puis souffler la bouche grande ouverte. Alors je suis désolé, j'ai eu le nez plusieurs fois pété, mais je vais le faire, donc ça va donner un bruit très bizarre, mais ça donne ça. Et vous allez faire ça pendant 2-3 minutes. Ça, les amis, c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide pour changer d'état émotionnel. Vous êtes bloqué dans les embouteillages et vous allez être en retard pour la crèche et pour l'école et vous êtes hyper stressé et vous ne pouvez rien faire et vous ne voulez pas en plus de ça arriver à retrouver votre enfant et être dans une boule de nerfs. Faites ça pendant 3 minutes. De toute façon, vous êtes bloqué, vous n'avez rien d'autre à faire, donc faites-le. Vous êtes un dimanche après-midi et vous culpabilisez de ne rien faire et vous sentez que votre cerveau il est en mode action et vous n'arrivez pas à couper,
faites ça. Est-ce que toi, t'arrives, en ayant toutes ces connaissances, dans des moments où t'es vraiment stressé, à appliquer? Oui. Ok. En fait, pendant trop longtemps, je n'y ai pas cru et je ne l'ai pas fait et j'ai trimballé ces états émotionnels et je ne les aimais pas du tout et je ne comprenais pas. Mais Greg, on est dimanche après-midi. Tes enfants sont en train de jouer. Pourquoi est-ce que tu es en train de penser au boulot de demain? Pourquoi est-ce que tu es en train de penser à la conférence d'hier? Pourquoi est-ce que tu as cette sensation physique de stress que tu n'as pas envie de trimballer? Tu es censé vivre un des moments les plus simples. Tu t'en rappelles? C'est une métaphore que j'avais donnée lors du premier podcast. Les faux moments de rien ou les faux moments J'allais simples. te dire que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans cet épisode et j'y pense encore 5 ans après. Quand tu dis les petits moments de rien, c'est le plus important. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Exactement. Et bien ça, je les ai perdus, Clem. Je les ai perdus et je les ai retrouvés. Je les ai perdus pendant 3 ans et je les ai retrouvés depuis 1 an. Je te donne un exemple très concret. Hier, mon fils, il a retrouvé une perruque, une grosse perruque. Et il l'a mis. Et il vient me voir, il me dit, papa, j'ai les cheveux qui ont poussé. Et il me regarde avec son petit sourire. Il était trop drôle. Et à ce moment-là, j'ai ri et j'ai ri de bon cœur et j'ai senti tout mon cœur et tout mon corps rire. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il était trop content de me faire marrer, sans aucune analyse, sans aucune écoute, juste dans la spontanéité la plus totale. Là, je mets des mots parce que je t'en parle, mais je sais que pendant 3 ans, je l'avais plus ça. J'étais dans une écoute personnelle, d'analyse de tout ce qui se passait. J'avais plus du tout de lâcher prise, j'avais plus de capacité d'écoute. Et donc, j'étais dérégulé. On en parlera pas, je sais pas ce que tu avais prévu aujourd'hui, mais j'étais dérégulé et j'avais plus de place à cette spontanéité. Et ce que j'aimerais dire aux gens, si jamais vous aussi vous avez perdu ça, on peut le retrouver. Ça prend du temps, mais le paradoxe, c'est que tous les moyens pour pouvoir le retrouver, c'est d'apprendre à lâcher des trucs. Et que ça passe par je fais des choses pour apprendre à lâcher. Lâcher seul, vous allez, j'ai pas le mot en tête, mais tu sais quand tu tombes d'une falaise et puis tu te dégringoles. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va devoir passer par des actions pour se déconnecter. Ça va devoir passer par des actions pour éloigner les gens qui sont mauvais pour vous. Ça va passer par des actions de, en fait, j'accepte de ne rien faire. Remettre du rien dans nos vies. Et le paradoxe du truc, c'est que quand vous commencez à remettre du rien dans votre vie, c'est là où vous avez tous vos signaux qui se mettent en alerte en mode là c'est pas normal, on doit remplir. J'avais fait une vidéo, je crois que tu l'avais partagée en plus. Je m'exprime pas souvent sur l'éducation des enfants parce que littéralement je suis personne pour donner des conseils et je sais que souvent c'est des sujets qui attisent beaucoup de passion. Je te confirme. Moi, ma stratégie, parce que j'ai pas envie qu'on me dise comment je dois éduquer mes gosses, je ne prends jamais la parole là-dessus. J'ai pris une fois la parole et ça a été plutôt bien accueilli. C'était ça, j'avais montré des images toujours de dos de mes enfants en leur disant et si on leur apprenait à vivre moins, à faire moins de choses, à vivre moins d'expériences et à être plus dans l'instant présent. Et je crois, honnêtement, je peux me tromper, qu'on est en train de se tromper dans le sens où on nous a appris à faire toujours plus, on nous a appris à apprendre toujours plus, on nous a appris à vivre toujours plus. Et je crois que il ne faut pas qu'on donne ça à nos enfants. Je crois qu'à nos enfants, on a tout intérêt à vivre des dimanches après-midi où il ne se passe rien. Et dans le rien, en fait, on va construire des cabanes. Dans le rien, on va faire des marches en forêt. Dans le rien, on va juste dessiner. Hier, on a juste, tous les 3, fait de la pâte à modeler. C'est un rien, toute proportion gardée, dans le sens où on n'est pas allé au musée, on n'est pas allé faire ceci. Je vous dis pas de ne pas aller au musée. Je vous dis juste, vous n'êtes pas obligé de planifier toute votre vie comme vous planifiez votre boulot. On en parle beaucoup ici dans le podcast, du jeu libre, des temps de rien et d'arrêter de surmeubler. Ouais, les emplois du temps des enfants, parce que ça nous met aussi nous en stress au final et eux, ça leur apprend que s'ennuyer, c'est mal alors qu'il faut apprendre à s'ennuyer, même si c'est dur. Tu as beaucoup parlé de ça au travers de ce que tu nous expliques, que tu sais ce que c'est d'être ton patient en fait, ce que tu as vécu, les choses dont tu parles.
En début 2023, tu as traversé, toi, une période de remous et qui t'a fait beaucoup te remettre en question jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es séparé de la maman de tes enfants, tu es aujourd'hui père célibataire. Comment est-ce que toute cette situation, ça a aussi impacté toi, ton travail? Est-ce que tu as compris de la santé mentale? Alors, de ce que j'ai compris, je crois qu'on peut... Le conseil numéro 1 que je voudrais donner aux gens, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper à consulter. Mmh. Je pense honnêtement que je ne serais pas là devant le micro si j'avais pas eu un psy pour m'aider. Mmh. Le deuxième truc, c'est... J'avais pas construit ma vie ni imaginé une séparation. C'était pas dans mon plan de vie. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est tout le paradoxe, c'est que je n'ai plus de plan de vie. Et depuis que je n'ai plus de plan de vie, c'est beaucoup plus agréable. Mmh. Let it go, quoi. Alors maintenant, ce que je vais dire, c'est à prendre avec des grandes parenthèses. Si jamais vous êtes en difficulté dans votre couple, n'écoutez pas ce que je vais vous dire. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois me séparer? N'écoutez pas ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire ne concerne que les gens qui ont déjà pris la décision et qui ont franchi le cap et qui sont au début de cette phase-là. Je pense aujourd'hui être un bien meilleur père séparé que quand j'étais en couple. J'ai beaucoup plus de temps qualitatif avec mes enfants que quand j'étais en couple. J'ai beaucoup plus de temps pour moi que quand j'étais en couple. Je me retrouve beaucoup plus en paix. Attention, je mets un disclaimer. Avec mon ex-femme, j'ai des très bons rapports et on s'entend très bien. Je ne lui reproche rien. Je ne considère à aucun moment que si j'étais pas bien, c'était de sa faute. Ce que je vais vous dire une fois de plus, c'est après pas mal de travail sur moi, je considère que si j'étais pas bien, c'était de ma faute. Ça veut dire quoi? J'étais plus heureux dans une relation parce que je sentais que j'avais envie d'évoluer et que je faisais du surplace pour elle. Elle a fait son évolution de son côté. Elle est plus courageuse que moi parce qu'elle a fait son évolution de son côté. Là où moi, je n'évoluais pas pour rester avec elle. Et c'est là où c'est dur, c'est que quand tu n'évolues pas pour rester avec la personne, t'en veux à la personne. Tu m'empêches de... C'est à cause de toi que... Et au bout d'un moment, tu travailles sur toi et tu te dis « Ah bah merde en fait. C'est moi qui fais le choix de ne pas bouger. Ok, bah je vais vivre mon évolution. » Et c'est là où finalement tu vis ton évolution et tu te rends compte qu'en fait, bah, ton évolution, elle ne peut plus se faire avec cette personne-là. C'est dur, hein? Parce qu'une fois de plus, c'est une question de paradoxe. J'ai été marié pendant 10 ans, en couple pendant 14 ans. À quel moment, en fait, dans le couple, il y a des hauts et des bas. Il y a des très hauts et il y a des très bas. Ce que je vous dis aujourd'hui ne vaut que pour Grégoire dans son couple. Ça ne vaut pas pour tous les couples, ça ne vaut pas pour tous les individus. Mais c'est juste qu'il y a un truc qu'on ne nous éduque pas et qu'on ne nous apprend pas. On nous y dit, c'est un cliché, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et tu t'imagines que ton couple, c'est une ligne droite. C'est faux. Et la grosse difficulté, j'ai pas la réponse à apporter à ça. C'est à quel moment est-ce qu'il faut se séparer et à quel moment il faut serrer les coudes. C'est très très dur en fait. Je sais juste que si je regarde en arrière, je pense qu'on s'est séparés au bon moment. C'est-à-dire qu'on s'est séparés avant qu'on commence à s'abîmer, mais on s'est séparés au moment où on a tout fait pour ne pas le faire. Alors, c'est là où je crois que c'est le plus difficile ce que j'ai appris, et je ne sais pas si c'est un conseil. Sur la question de la santé mentale, elle est très dure, mais on ne peut pas être heureux et épanoui juste en ayant une checklist de trucs où on se dit qu'on va être heureux et épanoui. En fait, si vous avez la baraque, le couple, les gosses, la bagnole, le job, j'avais tout ça, hein, mais j'étais malheureux,
quelque part, au départ, c'est ce que je pensais, parce que c'est facile, à cause d'elle. Aujourd'hui, je sais que c'est à cause de moi. C'est dur, hein. Parce que j'ai embarqué des gens avec moi. Maintenant, c'est de ma responsabilité de reconstruire, de réparer, de se dire qu'est-ce qu'il y avait de bien, qu'est-ce que j'ai bien fait aussi, parce que j'ai le droit de me dire que j'ai bien fait des trucs. Et qu'est-ce que j'ai foiré, et qu'est-ce que je ne veux plus. Et je crois que c'est cette histoire que j'aurais aimé qu'on me raconte le jour où j'avais 20 ans, J'aurais aimé savoir plus tôt que c'était pas un long fleuve tranquille, que tu pouvais avoir ce que je considérais à l'époque comme un échec, parce que pour moi, vraiment, hein, tu me demandes au jour où je me marie, je te disais, le divorce pour moi n'est pas une option et je le considérais comme un échec. Aujourd'hui, et je le sais maintenant que je suis divorcé, voilà, maintenant que je suis séparé, si j'avais entendu en 2024, pardon, si j'avais entendu en genre 2015, ce que je vais dire là en 2024, j'aurais dit c'est une excuse de mec qui s'est séparé. Maintenant que je suis en 2024, je sais que ça n'est pas une excuse. C'est la séparation n'est pas un échec, c'est une évolution. Comme dans chaque évolution, bien malin celui qui peut dire si c'est une évolution favorable ou défavorable, quoi qu'il en soit, elle est. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que tu es arrivé à un point où tu étais malheureux. Te séparer, ça t'a fait remettre en question d'autres choses, j'imagine. Tu as dû aller chercher en thérapie, voir ce que ça a déclenché chez toi. Tu as coupé un moment tout ton travail, les réseaux sociaux, tu as fait une pause, tu as eu vraiment une remise en question globale qui n'est pas seulement liée au couple. Donc tu es passé par des phases où il a fallu que tu ailles trouver la nouvelle version de toi, j'imagine, de renaître quelque part après cette période. Exactement. Et en fait, dans la chronologie, c'est presque l'inverse. En fait, j'ai la chance d'avoir un métier kiné libéral et créateur de contenu sur les réseaux sociaux qui fait que c'est moi qui suis aux commandes de mon emploi du temps. J'ai fait ma pause, comment dire ? En juin 2023, je fais ma pause quand je n'ai plus rien en fait. Je fais ma pause pour replanter. Je fais pas ma pause parce que j'en peux plus. Ce que j'ai mis du temps à dire, c'est que la notoriété, c'est pas quelque chose qui m'a plu. Dans mon cabinet, qui était, tu vois, c'était un truc qui était hyper important pour moi parce que c'était un plan de vie que j'avais, hein, une fois de plus, un plan de vie que j'avais construit, où j'ai dû faire une pause parce que la notoriété, j'en avais parlé plusieurs fois, je vais pas en reparler ici, mais m'amenait des patients que j'étais incapable de traiter, c'était devenu trop complexe, et c'était tellement une part de mon identité forte, Grégoire Kiné, que de ne plus prendre de plaisir. Je te parle pas de pendant 6 semaines, hein, je te parle pendant 3-4 ans. De jour après jour, tu te sens pas bien, et tu te sens pas bien, et tu te sens pas bien. Mais là où c'est dur, dans le tu te sens pas bien, c'est toujours une question d'équilibre. C'est pas genre pendant 4 ans, j'étais misérable chaque jour. Et il y a une question qu'un ami m'a posée, et ça a été la même question pour mon couple, ça a été la même question pour mon job. C'est une question de pourcentage. Si dans ce que tu fais, dans ton couple, dans ton job, et ainsi de suite, 80% du temps c'est cool et 20% du temps c'est pas cool, et même 5% du temps c'est vraiment à chier, c'est ok. Mais le jour où le rapport s'inverse, et tu dis en fait 80% du temps, je n'aime pas ça, c'est pas bien, je me sens pas à l'aise, et il n'y a que 15-20% du temps où c'est cool, voire 5% où c'est vraiment exceptionnel, le ratio il est pas dingue. Que ce soit comme ça pendant 1 mois, c'est ok, 2 mois, c'est ok, 6 mois, c'est ok, à l'échelle d'un couple, pendant 2 ans, c'est ok. Chacun mettra la temporalité qu'il veut sur les événements de sa vie, mais moi, dans mon job, pendant 4 ans, le ratio il s'est inversé petit à petit. Sur comment je me sens, pendant 4 ans, ça s'est inversé petit à petit. Et forcément aussi dans ma vie de couple, petit à petit. Et j'étais arrivé à un moment donné de me dire, en fait, je suis plus bien dans mon job, je suis plus bien dans mon couple, je suis plus bien dans mon sport, mes amis, je les vois pas assez, et il y a plus assez de trucs. Alors que putain, toute ma checklist, elle est remplie. T'as plus les petits moments rien avec tes enfants. J'ai qui plus font rien. Plaisir. Et je passe. En fait, tu vois, c'est là où j'étais passé pendant ces 3 ans, dans un esprit d'analyse en permanence. J'ai beau bouger tous les curseurs de ma vie, il n'y a plus rien qui fait que je ne pense plus. Plus rien qui fait que je suis juste dans un état de flow et de bonheur et de non-calcul. Je suis dans un calcul permanent pour essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois.
peut-être comme une métaphore d'un avion avec des bip 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 dans tous les sens et tu sais plus où t'es dans le brouillard. Et donc là, en effet, une fois de plus, j'ai beaucoup de chance parce que dans mon métier, j'ai la possibilité de dire stop. Et j'ai la chance, dans mon cabinet de kiné, c'était arrivé à un moment donné où j'allais changer de cabinet, donc on ferme et advienne que pourra. J'ai un peu de sous de côté parce que ça fait quand même 14 ans que je bosse et donc heureusement je peux voir 6 mois devant moi. Major Mouvement, j'avais pris en CDI Guillaume qui est juste là, qui nous enregistre. Ça faisait combien de temps que tu étais dans la boîte? 3 mois? 2 mois? Suffisamment avec Goulven, mon agent, pour que je leur donne les clés du bébé et que voilà, pendant les 3, 4, 6 prochains mois ou qui suivent l'élan, quoi. Donc j'ai tout arrêté. Mon couple en janvier 2023, le cabinet en juin 2023, Major Mouvement à peu près à la même période, et j'ai tout coupé. Vous voyez que ça prend du temps quand même, hein. Je parle pas d'un coup machin, je me dis ok, j'anticipe, j'ai la possibilité de prendre mon pas de recul. Il y a eu des événements qui ont accéléré, il y a eu des événements qui ont ralenti, et j'ai tout coupé. Et donc là je mets des dates parce que cette histoire je l'ai re-racontée, mais pour être franc, à cette période, je suis complètement dans le gaz. Vraiment, j'ai pas de mémoire, ni sur le court terme, sur le long terme. On me rapporte des conversations que j'ai eues, je suis incapable de dire des gens que j'ai croisés 4 fois qui se présentent devant moi, je sais pas qui c'est. Enfin, vraiment, je pense que j'étais à ça de faire un burn-out si j'en ai pas fait un. De toute façon, je pense que le burn-out, c'est un spectre, hein. C'est pas un jour ça va pas bien, bref. Mais j'ai pris ce temps-là. J'ai pris ce temps-là de tout couper et de revenir à l'essentiel et de me réattribuer ces moments de rien. Et c'est là où ce livre, j'ai commencé à l'écrire. Je me suis posé la question aussi, hein, dans quelle mesure se rajouter un projet alors que dans le dur, c'est pas rester dans la même logique. Et en fait, le livre que vous voyez aujourd'hui, il n'est pas du tout celui que j'ai écrit au départ. Vraiment, au départ, j'ai écrit de manière thérapeutique. Parce que ça me fait du bien. Parce que, en fait, écrire, c'est un moment où tu es hors du temps et où tu te poses, tais-toi avec toi-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ce livre, tu as un peu expérimenté tout ce qui est dit. Tu peux comprendre. Je dis pas qu'il faut tout expérimenter pour pouvoir l'expliquer et il faut vivre, mais c'est vrai que ça aide. Moi, je pense en vrai, si. Pour pouvoir l'expliquer. Surtout dans la santé mentale. Ouais. Alors, oui. Je pense pas qu'un médecin soit obligé de devenir schizophrène ou bipolaire pour pouvoir être capable. Tu veux de l'eau? Pardon, non, vas-y. Mais au moins pour le comprendre. Pour être vraiment capable de le comprendre, je pense qu'il faut l'expérimenter. Ce qui n'est pas la plus bonne des nouvelles, cela dit. Oui, mais... Je m'en serais bien passé. Hein. Si tu me demandes, je m'en serais bien passé. Mais oui, mais tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui exactement. et tu n'aurais pas eu la compréhension que tu as aujourd'hui. Et je trouve que c'est important, ce discours, de dire il y a de la lumière au bout. Il y a plein de gens qui sont dans le dur et qui ne la voient pas, cette lumière. Ouais. Oui. Moi, il y a vraiment une métaphore de dev perso américain qui m'a énormément aidé. C'est quand tu as l'impression d'être dans le noir et de plus rien entendre et où tu as l'impression d'avoir été enterré, en fait, ça se trouve, tu as été planté. Et elle résume très très bien ce que j'ai traversé. Vraiment ce côté où tu as l'impression de passer complètement à côté de ta vie, quoi. Et c'est pour ça que je dis c'est très dur, mais ça veut dire qu'en fait, faut accepter de lâcher des trucs. Et ça, c'est ce qui est le plus dur, je pense. Tu vois, quand tu as passé des années à construire, à te dire que c'est ça qu'il faut pour tes parents, pour tes proches, pour ton boulot, pour ton compte en banque, et te dire, merde, en fait, il faut que je lâche des trucs. Ça fait peur. Et tu vois, typiquement, ce que je te disais, aujourd'hui, maintenant que je n'ai plus de plan, alors ça ne veut pas dire que je navigue complètement à l'aveugle, tu vois, mais c'est plutôt que j'accepte de me planter à nouveau, complètement. J'accepte de devoir repartir de zéro, mais je sais ce que j'ai construit. Et
j'ai entendu un podcast ce matin que j'ai trouvé hyper intéressant. Tu construis ton ego dans le succès, mais tu construis ta confiance en toi dans les échecs et dans ta capacité à rebondir. Que si tu ne fais que enchaîner les succès sans échec, c'est ce qui crée du syndrome de l'imposteur. Par contre, quand tu te plantes, et moi je me suis planté fort, tu vois, et que tu te découvres ta capacité à rebondir, littéralement, je te jure, hein, j'ai l'impression aujourd'hui, à 37 ans, d'avoir un bouclier sur moi et avec moi. Là où avant, j'avais dit, dans ma tête, c'est pourquoi est-ce qu'on viendrait me mettre des coups dans la gueule, quoi. Et donc quand tu prends des coups dans la gueule, quand la vie te met des coups dans la gueule et que tu n'es pas habitué à sortir ton bouclier parce que tu ne sais pas te défendre, c'est là où tu ramasses fort, fort, fort. Après, il y a un petit temps d'adaptation. Tu ne vas pas mettre des coups de bouclier à tout le monde pour essayer de te protéger, mais c'est juste de se dire, ok, si jamais demain, je me casse la gueule à nouveau et que c'est dur à nouveau, je sais que je trouverai les moyens, d'une manière ou d'une autre, de recomposer. Ça s'appelle la résilience, et tu en as eu plein. Et donc ça montre aussi je te dis, à tous ces gens qui sont dans le dur, même quand on est jeunes parents, qu'on est dans le dur, faut se dire, on construit notre résilience pour le reste de notre vie et que ça peut aller. Merci beaucoup, Greg. Merci, Clem. C'était hyper intéressant. Tu vois, cette conversation, il y a 5 ans, elle m'était restée sur les petits riens. Je me souviens très bien. Et j'espère que ça fera le même effet pour celles et ceux qui écoutent aujourd'hui, que vous allez retirer des petites graines. Des petites graines. Qui vont être plantées. Et que si vous êtes dans le dur, peut-être que vous êtes juste sous la terre en train d'essayer d'éclore et que ça va venir. Ouais, c'était une jolie métaphore. Merci, Clem. Et si tu me permets de me faire une auto-passe décisive, vas-y. Justement, dans mon podcast Réaligné, c'est des épisodes courts. Donc, continuez à écouter Clem, évidemment. et si de temps en temps, vous voulez vous faire juste 4-5 minutes de feel good parce que vous n'avez pas le temps, je l'ai pensé pour ça aussi, le podcast. T'as raison. Merci.